Dans le sujet, mais vous me dites que c'est pas sûr qu'Emmanuel Macron soit candidat? Ah, c'est pas sûr qu'Emmanuel Macron sera candidat, tout simplement parce qu'en 2022, si vous voulez, enfin, vous voyez l'état de la France. En 2022, je pense qu'il... Mais il sera toujours aussi jeune, déjà? Oui, peut-être, mais enfin, il présentera un bilan ça sera plutôt un dépôt de bilan. Bon, vous avez fait votre bon mot, mais vous savez qu'il sera candidat. Ouais. Non, c'est pas sûr, je vous dis. On disait la même chose de docteur François en sciences Hollande. politiques. Moi, j'ai été quand même, comme beaucoup de Français, frappé par la sévérité du verdict. Je veux dire, d'abord, j'ai pas l'impression... Alors, vous avez dû être doublement frappé par la sévérité des réquisitions, puisque le verdict était en dessous des réquisitions. Exactement, mais donc si vous voulez, moi je vois que rien de formel, je ne suis pas juriste, mais je vois qu'aucune preuve formelle n'a été véritablement retenue contre lui. Et puis 1 an de prison de ferme, mais mon Dieu, qui a-t-il agressé? Qui a-t-il, je veux dire, à qui a-t-il nui physiquement? Enfin, je vois, quand on compare, si vous voulez, par rapport à d'autres situations où vous avez des élus qui se font frapper, qui se font agresser avec des jours d'ITT, et qu'ensuite ces mêmes personnages se retrouvent devant le juge qui leur fait un simple rappel à la loi et qui sont... C'est des comparaisons un peu aisées. Hein, non, mais oui, mais enfin, attendez. Oui, mais j'en attendais pas moins. Mais comprenez quand même qu'aux yeux des Français, il y a quand même quelque chose qui est assez surprenant. C'est le moins qu'on puisse dire. Ah, mais c'est sûr qu'on est surpris. Moi, ce qui me surprend le plus, et on en parlait dans le journal avec Véronique et Yoann tout à l'heure, moi, ce qui me surprend le plus depuis 24 heures, c'est qu'on déverse plus de suspicions sur la justice que sur Nicolas Sarkozy. On ne parle que de ça depuis 24 heures. Parce que je pense que, effectivement, une partie de la justice, oui, elle est politisée. D'ailleurs, c'est pas un scoop. Hein. Le parquet, de manière générale, d'ailleurs, l'Union européenne nous fait régulièrement des remontrances à cause de ça, à cause du parquet et de son inféodation, ou en tout cas ce qu'on appellerait dans l'armée la chaîne de commandement du parquet vis-à-vis du ministère de la Justice. C'est quelque chose qui régulièrement nous vaut les foudres de l'Union européenne. Donc dire que la justice en France est politique, c'est vrai, c'est juste un fait, quoi. Et le parquet national financier, c'est encore un cas exorbitant du droit commun de cette politisation. Donc voilà, par contre, alors je sépare entre ça et l'avenir politique de Nicolas Sarkozy. Quand j'entends certains républicains nous dire que c'est ça qui va empêcher quasiment Nicolas Sarkozy d'être président de la République en 2022, il faut arrêter les bêtises. Déjà, a priori, il n'en a pas envie, mais on en parlera tout à l'heure. Mais allez-y si vous voulez. Déjà, il a été éjecté en 2012 par François Hollande. Il s'est représenté à une primaire en 2016 au sein des Républicains qu'il a perdu, et bien perdu. C'est pas comme s'il avait fini. Vous voyez, il finit 3e de la primaire, je crois. Pardon ? Il finit 3e de la primaire. 3e de la primaire, donc derrière son Premier ministre, qui lui, pour le coup, son ancien Premier ministre, qui pour le coup l'avait gagné. Donc on ne peut pas me dire aujourd'hui, enfin Nicolas Sarkozy, pour beaucoup de Français, il n'a plus d'avenir politique. Il peut être un grand sage comme l'ont été les précédents présidents, mais il n'a plus d'avenir politique dans la politique opérationnelle. Mais cela, je veux dire, ne justifie pas qu'il soit traité de cette sorte par la justice quand on voit, je dirais, le laxisme judiciaire par ailleurs sur des affaires autrement plus graves. Je crois que les Français savent quand même que la justice en France, il y a quand même un problème avec la justice en France. Je veux dire, le cas Sarkozy en est un, mais c'est pas le seul. Donc je pense que Nicolas Sarkozy a tout à fait... Enfin, il a raison, en tout cas dans sa stratégie. Il sait très bien que ça va énerver beaucoup dans les hautes sphères, mais il sait très bien qu'il sait pouvoir compter sur une majorité de Français qui a à l'égard de la justice, pas pour son cas personnel, mais qui a à l'égard de la justice de manière générale, un certain scepticisme, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc on le voit dans des affaires de droit commun, je l'ai cité tout à l'heure, mais on le voit aussi dans la manière que la justice a de s'intéresser avec beaucoup de célérité, beaucoup de motivation et beaucoup de zèle à certains hommes politiques, et au contraire faire preuve d'une certaine pusillanimité ou d'une certaine retenue vis-à-vis d'autres. Et ça, je veux dire, pour la plupart des Français, ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Parce que bien entendu, il ne veut pas être candidat à l'élection présidentielle, il ne l'a pas souhaité. Il sait bien que c'est terminé pour lui. En revanche, c'est vraiment le parrain de la droite. Et c'est lui qui veut être le faiseur de roi. Et celui qui arrivera à sortir une petite tête du Parti des Républicains ou d'ailleurs n'avancera qu'avec l'onction de Nicolas Sarkozy. Voilà, c'est ça qui se prépare pour les mois qui viennent. Et il sera d'autant plus redoutable qu'il sera d'autant plus énervé, à mon avis. S'il est condamné, le parrain, ça sera au sens propre. Oui, oui, d'accord. Non, mais moi, comme souvent. Jean Messia, il faut y voir une action politique du PNF dans cette condamnation de Nicolas Sarkozy. Il y a des magistrats militants. C'est contre cela qu'il faut... Je parlais tout à l'heure du parquet et de son rôle, mais je rejoins ce que disait Benjamin Morel également. C'est-à-dire que, bien sûr que dans la magistrature, c'est un secret pour personne. Vous avez
un pourcentage non négligeable de juges qui sont politisés, voilà, et qui sont politisés à gauche, faut le dire. Voilà, et donc effectivement, quand ils jugent aussi à l'aune de leur idéologie. Donc c'est une double, si vous voulez, une double instrumentalisation. Le parquet par le ministre de la Justice, mais également de par la coloration politique de certains juges qui fait ça. Mais je rejoins ce que disait Marine Le Pen, c'est-à-dire que ça ressemble, si vous voulez, à un coup sous la ceinture, d'une certaine façon. C'est-à-dire que le coup fait à Sarkozy, c'est un coup sur les... Si effectivement le but c'est de l'empêcher de se présenter, non. Dans une démocratie, effectivement, on combat les gens avec des idées. Le problème, c'est qu'on parle du PNF depuis 24 heures comme s'il était le bras armé du gouvernement pour éliminer les opposants politiques. C'est en gros ce que raconte toute la droite depuis hier. Mais c'est j'ai l'impression qu'on le fantasme un petit peu, ce PNF. Cela dit, attendez, mais il a quand même des faits d'armes en ce sens. Enfin, l'élection de 2017 et la façon dont... Donc vous parleriez d'un bras armé du gouvernement pour faire taire l'opposition ? En 2017, moi j'étais coordinateur. C'est ce que François Fillon disait en tout cas. J'ai été coordinateur du projet présidentiel de Marine Le Pen en 2017. Effectivement, on a vu débouler des affaires qui étaient quasiment devenues des cold cases depuis plusieurs années. Et bizarrement, elles sont apparues. Les affaires non résolues, les cold cases. Voilà, elles sont apparues comme ça dans le champ de la campagne pour venir polluer la campagne. Alors c'est tout à fait opportun. On nous expliquait qu'effectivement c'était un calendrier juridique, mais personne n'y croyait. Donc il y a des faits d'armes du PNF dans des campagnes présidentielles dont il a d'ailleurs, on l'a vu, je dirais, orienté le résultat par son action. Donc on peut pas venir nous présenter le parquet national financier comme une institution indépendante qui ne fait pas de politique. Ça n'est pas vrai. Le fait que Nicolas Sarkozy est une bête politique, je vous le confirme, mais il n'est pas politiquement bête. C'est-à-dire qu'il sait que effectivement, il a passé son tour. Voilà, il a passé son tour. Mais par contre, je veux revenir sur l'histoire de la justice. Là encore, on parlait il y a un instant du contrôle de la justice. Ça aussi, effectivement, les Français en ont marre que vous avez périodiquement des juges qui relâchent des multirécidivistes ou qui relâchent des migrants en situation régulière ou des choses comme ça. Régulièrement, la chronique judiciaire est parsemée de ce genre de choses. Ou qu'on mette du temps à juger, ça aussi c'est quelque chose qui interpelle beaucoup. Et donc qu'on là, mette longtemps à juger, ça participe de la dégradation. Vous le savez, a annoncé une réforme de la justice, une proposition de réforme de la justice, et cette accélération du fait jugé également est au programme. Hein. La question que tous les Français se posent, c'est pourquoi jamais aucun juge ne paye une faute ou une erreur, alors que tous les corps de métier sont soumis à la sanction, sauf les juges. C'est quand même incroyable, oui, tout à fait. C'est tous les jours, mais d'abord, moi je tiens à féliciter les policiers à Bordeaux qui ont fait usage de leurs armes. Oui. Parce que effectivement, c'est d'une certaine manière un peu nouveau dans ce phénomène qu'on observe depuis des semaines et des mois maintenant. Parce que dans quel pays au monde quelqu'un peut franchir un barrage de police avec une telle violence sans se voir tirer dessus? Alors bon, je ne dis pas qu'il faut tirer sur la personne, mais au moins faire usage de l'arme pour tenter d'arrêter le véhicule. Sur les pneus. Sur les pneus, exactement. Et donc là, je félicite les policiers parce que les policiers doivent être soutenus. Ils doivent être soutenus parce qu'on n'arrêtera pas ce cycle infernal de la violence sans armer moralement la police et dire à la police qu'elle doit être la police. Un policier, c'est pas un coach, c'est pas un entraîneur de football, c'est pas un saltimbanque. Un policier, il est là pour arrêter les crapules et les mettre hors d'état de nuire. Donc c'est ce qu'ils ont essayé de faire et c'est ce qu'ils ont fait sans blesser la personne et c'est très bien. Maintenant, si vous voulez, c'est tout ce qui se passe tous ces derniers jours, c'est une accélération du cycle de violence dans lequel on est. Les criminels, les gens qui sont en rupture de ban se sentent poussés des ailes et parce que, encore une fois, il n'y a aucun cran d'arrêt, l'État ne fait pas ce qu'il doit faire. Je rappelle que l'État est le détenteur de la violence légitime. Quand l'État renonce au monopole de la violence légitime, vous avez l'explosion de toutes les violences possibles et imaginables au rythme que l'on connaît actuellement. Non, je pense que Dupond-Moretti est en train de faire un demi-tour en fait, c'est-à-dire qu'il va dans la mauvaise direction. C'est exactement ce que je crains d'ailleurs pour l'affaire de Bordeaux. C'est qu'une fois que les policiers auront risqué leur vie
pour appréhender ce jeune qui soit présenté à la justice. Déjà, le ministre est en train de dire que c'est plus 18 mois, ça va être 3 mois. Et vous pouvez compter également sur la commisération d'un certain nombre de juges pour vous présenter ce jeune comme étant plutôt une victime qu'un coupable, victime en l'occurrence de discrimination, le cas échéant, qu'elle soit d'ailleurs sociale, ethnique, et ce que vous voulez. Donc moi j'attends avec impatience la réponse de la justice sur ce cas-là pour voir si elle est aussi capable d'apporter une réponse aussi ferme que dans le cas Sarkozy. La deuxième chose, c'est que si vous voulez, moi je suis toujours étonné de voir la manière dont les médias, de manière générale, en tout cas certains médias, traitent de ces affaires. On parlait il y a un instant du procès des jeunes de Viry-Châtillon. Je veux dire, ça aurait été, le procès de méchants policiers qui auraient commis une violence policière à l'égard de quelqu'un issu de la diversité, mais vous pouvez être sûr que toutes les unes des matinales se seraient ouvertes là-dessus. Là, c'est un entrefilet dans la presse écrite et c'est de traiter de manière tout à fait collatérale dans la presse. Donc il y a aussi, si vous voulez, une certaine... pas complicité, le mot serait trop fort, mais quand les jeunes voient que finalement ce qu'ils font n'intéresse que très moyennement la justice, Yohann Usaï avait raison un instant, c'est que ce jeune, qu'est-ce qu'il a, quelle idée de l'autorité il a pour oser percuter, alors même qu'il est dans son tort, qu'il conduit une voiture sans permis, pour oser percuter la voiture d'un policier en mettant sa vie en danger. Mais quelle idée de l'ordre, quelle idée de l'autorité ce jeune a, comment il a été éduqué, voyez ? Et donc moi je pense que c'est tout un système à la fois médiatique, politique et idéologique qui transforme en fait, je dirais, ce genre de choses en, pas chose normale, mais enfin qui lui donne pas l'importance qu'elle devrait avoir pour servir d'exemple aux autres. Voir le moyen de l'appliquer. C'est-à-dire qu'effectivement, surtout les jeunes adolescents, si vous voulez, dans l'adolescence, c'est comme une période où on cherche ses limites. Donc si les limites, ils ne les trouvent pas dans la famille, parce que très souvent, c'est des familles effectivement qui sont monoparentales ou alors des familles défavorisées avec beaucoup d'enfants et dont on s'occupe, dont les parents ne s'occupent pas bien ou pas comme il faut. À ce moment-là, effectivement, il n'y a pas de limite dans le cercle familial. Il n'y a pas non plus de limite à l'école, parce que là encore, l'école est infestée d'une idéologie qui consiste à expliquer aux gamins que de toute façon la France est un pays criminel, un pays qui a colonisé leurs parents, etc. Donc là, à l'école, l'autorité également n'existe plus. Et la police, quand ils sont dehors, eh bien, vous avez des médias et un gouvernement qui expliquent que la police est raciste, qu'elle fait des contrôles au faciès, qu'elle est coupable de violences policières. Donc en réalité, l'autorité, ils ne l'ont nulle part. Et donc effectivement, quand on n'a pas d'autorité pour arrêter un jeune quand il est adolescent, il va poursuivre la quête de limites jusqu'à l'irréparable. Résoudre les tensions entre les deux pays autour de la mémoire de ce conflit. Alors, il reste très peu de temps, peut-être juste 2 réactions. Ça va dans le sens des recommandations de Benjamin Stora. C'est le premier acte fort d'Emmanuel Macron dans cette réconciliation avec l'Algérie. Mais c'est insupportable. Enfin, des actes forts, il y en a eu déjà plein. Donc c'est pas. Enfin, moi j'attends qu'Emmanuel Macron reçoive au même titre toutes les victimes françaises de l'immigration en France qui reçoivent leur famille à l'Élysée comme il le fait pour cette famille-là. Il faut arrêter de s'auto-flageller en permanence. On a déjà eu droit à la France coupable de crimes contre l'humanité en Algérie. Enfin, on va aller jusqu'où là? Auto-flagellation ou reconnaissance simplement du passé de la France? Pourquoi ça tombe maintenant? Enfin, ça n'a pas de sens. Parce qu'il y a eu ce rapport de Benjamin Stora, vous le savez, donc il y a une forme de continuité là pour le coup. Quand est-ce que l'Algérie reconnaîtra les crimes qu'elle a commis vis-à-vis des Européens, vis-à-vis de la France au moment de la guerre de leur guerre de libération? Quand est-ce qu'ils le reconnaîtront? Jamais. Combien de personnes l'Algérie a reconnu avoir tué pendant cette guerre? Combien de personnes le président algérien, combien de Français, de familles de Français, le président algérien a reçu pour témoigner l'aveu qu'ils ont tué leurs aïeux? Aucun. Donc il faut arrêter avec ça. Ça vous plaît pas? Des gens qui ont été torturés et assassinés en Algérie, des harkis, des familles de harkis. Il est normal que l'État... C'est des faits aussi, hein. Je vous sors 1000 noms. Oui, mais c'est pas, pour le coup, c'est pas parce que l'Algérie ne reconnaît pas ses torts en l'affaire que la France n'a pas à le faire. Non, mais la France a fait le premier pas, on attend que l'Algérie fasse son pas à elle. C'est terminé. Oui, c'est pas très... Enfin, je comprends pas, parce que si effectivement il limite à 100 km... c'est une fois que le confinement est décrété, donc en fait les gens sont déjà partis. Oui, ça sert à rien. Mais c'est pour ça que ça ne sert pas à grand chose. 100 km de votre domicile, c'est possible. C'est-à-dire que quand on déconfine, c'est pour ça qu'on se pose la question de la justification de ces confinements le week-end. Et l'autre argument très rapidement, c'est que je comprends pas ce que veut dire un confinement territorial. C'est-à-dire on va faire une frontière autour de la zone, parce que vous pouvez confiner les gens chez eux dans un département, dans une région.
Mais les gens qui viennent de l'extérieur, ils ont pas le droit de rentrer. C'est la Il y stratégie. aura sûrement des dérogations. C'est la stratégie qui est aussi. C'est-à-dire que si c'est votre domicile principal, on a l'expérience des précédents confinements. Quand vous étiez ailleurs, vous pouviez rentrer chez vous si c'est votre domicile principal. D'accord, mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne va pas établir une frontière. Non, mais le confinement était national, donc effectivement, là, c'est plus facile. Mais si vous avez une zone qui n'est pas confinée et une autre zone qui est confinée, comment vous gérez les flux entre la zone qui n'est pas confinée et la zone qui est confinée? Vous allez mettre une frontière étanche, les gendarmes vont rétablir les frontières du Moyen-Âge? Mais non, mais